Bien, et ben voilà, on peut continuer nos échanges. Donc après avoir mis en évidence l'action de plusieurs opérateurs de l'État dans la première table ronde, place à ce second temps d'échange, plutôt aux allures d'atelier en fait, qui va amener plutôt une approche opérationnelle, revenir sur le programme Alliance Pays en détail. Voilà, le thème de cet atelier, c'est utiliser efficacement l'API pour mieux collaborer, bonnes pratiques et témoignages. Donc cette fois, nous n'avons pas 6 intervenants, mais 5. Je vous les présente. Donc à ma gauche, Jean-Christophe Roland, président de la CNCPI, la Compagnie nationale des conseils en pays. Vincent Lamande, qui préside la SAT West Valorisation. Lisa Ferrer, qui est CEO de la start-up Kirae. Monsieur Laurenceau, directeur de l'Institut Maupertuis. Et Paul Perper, délégué INPI de la région Île-de-France. Ben voilà, je vais commencer directement par vous, monsieur Perper, comme ça tombe bien, c'est parfait. On en a parlé brièvement tout à l'heure, mais l'INPI a lancé donc le programme Alliance Pays. Est-ce que vous pouvez revenir de manière concrète sur l'exécution de ce programme et détailler les modalités des 3 volets qui en font partie? L'accompagnement individuel, l'accompagnement collectif, donc ça s'appelle la facilitation collaborative, et la masterclass. Bonjour à toutes et à tous. Oui, je reviens sur ça dans un instant. On fête aujourd'hui les 2 ans du programme Alliance Pays. Donc il a été lancé juste il y a 2 ans, l'automne 2020. Donc c'est un bon moment pour en faire un premier bilan. On avait lancé ce programme avec l'objectif double. D'abord de fluidifier les relations entre les partenaires publics et privés dans les relations de recherche collaborative. Et donc ça, c'est quelque chose qui continue à être nécessaire. Quand on entendait M. Bella dans la table ronde juste avant, il évoquait justement ces difficultés. Et le second point, c'était d'aider à mettre à niveau nos interlocuteurs, les partenaires dans ces partenariats, en propriété industrielle. Et ça visait plus particulièrement les jeunes entreprises, les start-up, etc. Mais il y avait aussi une volonté qui était tournée vers les pôles de compétitivité, les centres techniques industriels. Voilà. Alors, on est arrivé aujourd'hui à un résultat qui nous paraît satisfaisant au regard du déploiement de ce programme, qui contient 3 volets. Donc, un premier, accompagnement individuel dédié aux petites entreprises, aux start-up. Un second, facilitation collaborative, qui est une interposition avec un acteur neutre dans la mise au point des accords de partenariat. Et puis le troisième, qui est une action de formation particulièrement dédiée au pôle de compétitivité, au centre technique, et qui s'appelle l'Alliance Pays Masterclass. Sur l'accompagnement, et je voudrais dire qu'on a mis au point, on a constitué une équipe pour mener à bien ce programme, qui est constitué de 15 experts dans les délégations régionales de l'INPI, sous la direction de Vincent Carré, qui est aujourd'hui avec nous ici. Donc, sur l'accompagnement individuel, qui est le premier volet, on est parvenu à 80 entreprises accompagnées au cours de ces 2 années, avec pour chacune de ces entreprises un chargé d'affaires donc dédié, qui va mener une action d'abord d'information sur les enjeux en matière de propriété industrielle, et puis de préparation à la négociation de l'accord de consortium. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout particulièrement important. Nous voyons les entreprises donc régulièrement dans le cadre de cet accompagnement. Ça nous amène à souvent leur recommander de se faire suivre aussi par un conseil en propriété industrielle ou un avocat. C'est l'occasion d'introduire ces partenaires essentiels dans la partie. Et qui sont essentiels pour la réalisation de ces prestations. Et il y a un élément aussi qui est très important pour les startups, c'est qu'on a les moyens de les aider financièrement à réaliser ces prestations en payant la moitié de la facture de l'avocat ou du CPI au travers de nos actions Passe-Pays, qui sont assez connues maintenant et assez appréciées. Elles visent surtout, d'ailleurs, des
des accompagnements en matière de rédaction de contrats, donc ça c'est important, mais aussi des dépôts de brevets français, aussi des extensions internationales en matière de dépôt de brevets, de marques ou de dessins et modèles, pour vous donner quelques illustrations. Donc ça, c'est l'accompagnement individuel. Le deuxième volet, c'est la facilitation collaborative. Donc ça, c'est une méthode qui a été inventée par l'INPI, mise au point, pour essayer de fluidifier les relations entre les partenaires au moment de la négociation de l'accord de consortium. Donc il leur est proposé de trouver un homme ou une femme de l'art, en quelque sorte, qui est souvent un CPI ou un avocat et qui va être à la manœuvre pour faire émerger un accord entre les différents partenaires sur les éléments essentiels que l'on retrouve dans l'accord de partenariat, l'accord de consortium, à savoir les clauses notamment en matière de gouvernance du consortium, et puis toutes les clauses relatives à la propriété industrielle. Voilà. Alors on utilise une méthode en 5 étapes. Il y a le chargé d'affaires de l'INPI qui est là évidemment, qui va aider aussi, mais la personne qui est désignée comme facilitateur suit notre méthode en 5 étapes qui permet d'abord d'avoir un pré-contrat qui est discuté avec les parties. Il y a des échanges collectifs, il y a des corrections qui sont apportées avec un livrable écrit, et puis ça aboutit in fine à un projet d'accord qui est prêt pour la signature. Voilà pour la facilitation collaborative. Il y a eu 2 mises en œuvre de facilitation collaborative qui regroupaient à toutes les 2 8 partenaires autour de la table. Donc c'est ça le retour d'expérience à ce stade. Le 3e volet, c'est la masterclass qui est Alliance Pays, donc qui est dédiée au pôle de compétitivité et au centre technique industriel. Donc c'est une formule qui est proposée de 6 journées sur 6 mois, échelonnées sur 6 mois, avec 3 journées collectives dans lesquelles interviennent plusieurs personnes pour donner une formation à la fois théorique et pratique sur les enjeux en matière de propriété industrielle dans la recherche collaborative. Il y a le parrain de la promotion qui est souvent un professionnel expérimenté, notamment en matière de pays, et qui va donner un point de vue très pratique et un retour d'expérience aux participants avec des illustrations très concrètes. Et puis il y a une formation un peu plus théorique qui est délivrée par des avocats ou des CPI dans ces 3 journées de formation collective. Et puis après, on passe au volet de 4 demi-journées en formation taillée sur mesure, individuelle, pour chacun des participants. Là. Alors, chaque pôle de compétitivité au centre technique a un entretien avec le chargé d'affaires de l'INPI qui les suit. Ils définissent ensemble des programmes pour lesquels il y a des besoins particuliers de formation, et on trouve 4 thèmes pour lesquels on détecte 4 formateurs les plus à même de délivrer le bon enseignement en la matière. Ça se passe dans la structure d'accueil, avec un nombre de participants qui est laissé au choix de la structure, et ça permet effectivement de mettre à niveau, là aussi sur des sujets qui ont été particulièrement sélectionnés, tout le personnel qui en a besoin, en quelque sorte. Alors là, on a eu, je crois, 2 masterclass Alliance Pays sur les 2 dernières années, dont la dernière, ça j'en suis sûr, en octobre à Paris, et qui ont regroupé 9 structures au total qui ont pu profiter de cette formation. Voilà un peu ce que je peux dire sur ces 3 volets du programme Alliance Pays. Parfait, merci beaucoup Monsieur Perper. Jean-Christophe Roland, voilà. Monsieur Perper vient de détailler donc le programme Alliance Pays. Donc vous êtes impliqué, vous, en tant que conseil en pays. Concrètement, quel est votre niveau d'implication, notamment sur la facilitation collaborative? Comment ça marche concrètement? Expliquez-nous tout ça. Alors, comme l'a indiqué Monsieur Perper, effectivement, les conseils en propriété industrielle ont naturellement vocation, dans leur rôle de référent,
en matière de propriété industrielle à intervenir dans ce type de dispositif. Concrètement, comment ça se passe? Je vais y venir, mais peut-être qu'un premier rapport que nous pouvons avoir dans ce type de dispositif, c'est de jouer notre rôle en termes de sensibilisateur. Et j'aimerais profiter de cette remarque pour revenir sur un chiffre qui a été donné lors de la dernière table ronde. On a entendu qu'il y avait plus de 20 000 entreprises innovantes dans les pôles de compétitivité. Il y a actuellement entre 2500 et 3000 dépôts de brevets par an par des PME-PMI. Alors certes, tous les projets innovants n'ont pas vocation à générer des brevets, mais on a presque un facteur 10 de différence. Donc pour moi, les seules questions de choix des stratégies de propriété industrielle, ce qui est brevetable, ce qui n'est pas brevetable, ne peuvent pas expliquer une telle différence. On a un vrai enjeu et une vraie difficulté de sensibilisation. Donc c'est une vraie chance, à travers ces dispositifs concernant l'innovation collaborative et par le biais en amont de l'innovation collaborative, de sensibiliser ces entreprises qui ne pratiquent pas, qui n'ont pas adhéré à l'intérêt d'une stratégie de propriété industrielle, de le faire. Ensuite, plus concrètement, pour en revenir à votre question, sur le rôle du conseil en propriété industrielle. Pour en revenir au basique, le conseil en propriété industrielle, c'est d'abord un professionnel libéral réglementé qui va intervenir dans le champ de la propriété industrielle. Donc il va pouvoir intervenir en accompagnement d'un titulaire de droit, ou même s'il n'est pas encore titulaire de droit, d'une entreprise, qu'il s'agisse d'une PME-PMI, qu'il s'agisse d'un grand groupe, qu'il s'agisse d'un laboratoire de recherche. Les laboratoires de recherche, les grandes entreprises ont généralement en interne les compétences en matière d'ingénieur brevet pour traiter par eux-mêmes ce genre de questions, et c'est plus les PME-PMI qui ont vocation à bénéficier de nos services. Et l'apport qu'on va pouvoir avoir sur ce plan-là est de donner aux autres interlocuteurs quelqu'un qui va parler leur langage, donc donner aux ingénieurs brevets des SAT, donner aux ingénieurs brevets des grandes entreprises un interlocuteur qui va parler leur langage pour le compte des PME-PMI, qui va aider la PME-PMI à comprendre les enjeux de propriété industrielle qui peuvent avoir lieu dans des programmes collaboratifs. Ensuite, pour la question de ce deuxième volet et de l'innovation de l'INPI, dont j'ai du mal à mémoriser le terme, la facilitation. Ouais, je vais retourner chez mon orthophoniste. Vous devez l'avoir travaillé quand même. Là, j'espère, on peut se poser la question de la possibilité de l'intervention d'un conseiller en propriété industrielle, puisque nous sommes limités par les règles de conflit d'intérêts. Donc normalement, on ne peut pas représenter des clients qui ont des intérêts opposés. Ce qui se passe, c'est que dans un programme de recherche collaborative, on voit bien qu'on n'est pas nécessairement dans une logique d'intérêt opposé. Si les parties vont travailler ensemble, c'est bien qu'elles ont un intérêt commun. Et le code nous donne la possibilité d'avoir ce rôle d'aimable compositeur. Voilà, c'est le terme. Donc nous pouvons intervenir dans ce cadre d'aimable compositeur, à condition d'être le conseil en propriété industrielle d'aucune des parties, pour justement intervenir, bien clarifier les enjeux, qu'est-ce qui mérite peut-être d'être déposé qui ne l'a pas encore été, quels sont les enjeux en termes de titularité, quels sont les enjeux en termes de droit d'exploitation. Voilà, en quelques mots, le rôle du conseil en propriété industrielle. Eh ben c'est parfait, merci à vous. Monsieur Laurenceau, alors je rappelle, vous êtes directeur de l'Institut Maupertuis. Bon, déjà pour commencer, pouvez-vous nous expliquer un peu ce que vous faites concrètement, ce qu'est l'Institut Maupertuis, et dans un second temps, quelle est l'importance de l'API pour une structure comme la vôtre ? Et pourquoi concrètement au final, pourquoi vous avez souhaité bénéficier, on en reviendra dans un second temps, mais quand même, comment vous avez et pourquoi souhaiter bénéficier d'une masterclass de l'INPI ? Alors d'abord, l'Institut Maupertuis, c'est effectivement un centre technique, labellisé CRT, créé 2003, donc on a une petite vingtaine d'années d'existence. Au départ, une mission plutôt territoriale, une mission d'intérêt général sur la diffusion de la diffusion de la technologie, de l'innovation sur le territoire breton, puisqu'on est breton et près de Rennes.
Assez rapidement, s'est posé la question de et pourquoi pas une plateforme technique pour pouvoir accompagner des industriels dans leur réflexion de R&D. Et donc on a muté gentiment vers on va dire une forme de sous-traitance de R&D pour un certain nombre de peu de PME, beaucoup plus de grands comptes, pour arriver en on va dire 2018 avec une prépondérance vraiment de cette activité de R&D pour les grands comptes. Et on s'est vraiment posé la question de dire mais est-ce que notre rôle c'est simplement de suivre des grands comptes et est-ce que c'est pas de prendre un petit peu d'avance et en prenant de l'avance donc de se poser les questions c'est quoi les enjeux de nos industriels et à quoi il va falloir qu'on réponde dans 3 ans, dans 5 ans. Au-delà on ne sait encore pas trop nous, mais 3 ans, 5 ans on voit à peu près ce qu'il faut faire. Et dans cette réflexion-là, effectivement, alors je précise, nos grands comptes sont des grands comptes aéronautiques, automobiles et navals. Et notre domaine, c'est quand même plutôt de développer des procédés autour de tout ce qui va être assemblage par soudage et fabrication additive métallique. Donc ça situe aussi les acteurs avec lesquels on peut échanger, qui sont quand même vraiment les grands donneurs d'ordre nationaux, pour ne pas dire européens, et voire plus, dans ces domaines. Et donc forcément, pour nous, l'API devenait quasi vitale, puisque quand on commence à prendre de l'avance, qu'on n'est plus sous le joug d'une commande directe d'un sous-traitant à qui les résultats, enfin d'un donneur d'ordre à qui les résultats vont appartenir, il fallait qu'on se protège un petit peu. On avait du savoir-faire, on a des solutions que moi je qualifie d'inventives. Et à qui ça appartient et qu'est-ce qu'on a le droit d'utiliser, qu'est-ce qu'on donne à la fin. Et là, notre structure n'était pas tellement, on va dire, n'avait pas beaucoup de connaissances sur ces domaines-là. Et puis, dans notre activité de diffusion technologique sur le territoire, régulièrement, on vient, alors je précise aussi, on est aussi antenne bretonne du pôle EMC2. Donc dans ce cadre-là, on cherche du projet, on va dire, collaboratif dans le cadre de MC2 avec forcément des Bretons dedans. Et oui, le consortium, c'est quoi les règles de l'API, comment ça marche, avoir au moins un minimum de culture pour pouvoir aiguiller, orienter les chefs d'entreprise vers les acteurs. Alors bon, évidemment, l'INPI, c'est un flux normal, mais il y a quand même beaucoup d'acteurs sur le territoire qui permettent de prendre un petit peu de recul sur ces questions de pays et de collaboration. Donc, le troisième point, pourquoi on a fait Masterclass, si j'ai Pourquoi oui, absolument. Donc, effectivement, on a cherché... je vais dire, on a cherché d'abord une acculturation, enfin, je dis pas générale, une première acculturation pour pouvoir répondre à nos besoins, on va dire, territoriaux. Donc, et là, la démarche, la dimension plutôt collective. On a vu, je crois, 3 collaborateurs qui ont participé à cette démarche collective. Donc, on leur a donné un certain nombre de repères, de pensifs, et là, on a déjà passé un cap. Et puis, effectivement, notre mutation nous a amené à devoir discuter, négocier. Et là, on était vraiment, excusez-moi l'expression, très, très, très court en patte pour discuter avec des grands donneurs d'ordre nationaux, voire internationaux, pour leur expliquer que non, ça, c'est à nous. Ce qui va sortir, ça va être à toi. Ça sera peut-être à nous, mais on le partagera avec toi. Non, on ne savait vraiment pas du tout de quelle manière il fallait s'y prendre. Et donc, pour nous, la partie masterclass, on va dire, personnalisée ou individualisée, a vraiment été d'une richesse sur ces sujets-là. Et on s'en est vraiment, on va dire... là, je crois qu'on était 5 ou 6 collaborateurs. Donc, l'Institut, c'est 20 personnes pour situer. Donc, on avait 5 ou 6 collaborateurs dans cette dimension individuelle pour vraiment approfondir les sujets qui nous tenaient à cœur. Très bien, merci beaucoup. Lisa Ferrer, c'est un peu la même question finalement. Déjà, vous pouvez commencer par expliquer ce que vous faites, parce que ça intéressera tout le monde. Et comme Éric Laurenceau, vous avez bénéficié non pas d'une formation collective, mais individuelle. Donc pareil, pourquoi avoir sollicité cette formation ? Bonjour à tous, merci déjà à l'INPI de m'avoir invité. En fait, je pense que ce qui est important, c'est de rappeler un peu comment est né Kirae, pour expliquer pourquoi en fait, on a eu besoin de l'INPI à un moment.
Kirae, c'est né d'un constat qui était qu'en fait, on avait besoin d'accompagner les individus aux transformations du marché de l'emploi. Ça, on le voit tous, hein, les métiers ils se transforment et ils se transforment vite. Et que pour ça, il y avait un sujet qui était important, c'était la formation aux soft skills, ces fameuses compétences transverses. Et donc, du coup, moi, je suis partie de cette idée-là qu'il fallait créer un accompagnement, renouveler l'accompagnement sur les soft skills, et que le jeu vidéo, qui était mon métier précédent, pouvait être un outil qui était particulièrement bien adapté. Par contre, très rapidement, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, il nous manquait une brique de recherche pour, au-delà de juste proposer des jeux qui permettent aussi d'obtenir un scoring objectif sur la compétence, et donc, en fait, de permettre aux gens de se positionner avec précision sur ces enjeux de soft skills, sur leur adaptabilité, sur leur capacité à passer efficacement d'une tâche à l'autre. Mais moi, je venais pas du tout de la recherche. Donc en fait, notre premier partenaire, ça a été le réseau Curie, puisqu'on a été une des premières entreprises à bénéficier d'un InnoClick, et donc du coup, de pouvoir être mis en relation avec la SAT West Valorisation. Et donc, assez rapidement, la SAT, effectivement, nous a orientés vers 2 laboratoires de l'Université d'Angers, avec qui, du coup, il y avait des synergies potentielles et la possibilité de développer un programme de recherche collaborative. Sauf que je venais toujours pas de la recherche. Et donc, du coup, quand on parle de R&D collaborative, on parle assez rapidement, effectivement, de propriété intellectuelle industrielle et de partage des droits de propriété, de ce qu'on crée ensemble. Et là, du coup, je me retrouvais face à des gens qui avaient déjà, en fait, été des professionnels de ces questions-là. Et moi, j'avais pas de paysage mental, finalement, sur ce sujet-là. Donc, pourquoi est-ce que l'Alliance Pays était particulièrement indiquée pour nous ? Parce que du coup, on a pu bénéficier d'un accompagnement personnalisé par Isabelle Fage et Vincent Carré, du coup, en région Bretagne, parce qu'on est très très breton là sur la scène aujourd'hui. On est en force aujourd'hui. La Bretagne est toujours en force. Est-ce faux ? Mais effectivement, du coup, on a pu bénéficier d'un accompagnement personnalisé qui permettait en fait d'aller chercher les enjeux qui étaient propres à notre situation en particulier et de venir faire de la sensibilisation, de l'acculturation, identifier les différents sujets sur lesquels on avait des enjeux, que ce soit des enjeux de marque, que ce soit des enjeux de propriété intellectuelle ou de propriété industrielle, identifier aussi quelles pouvaient être les potentielles stratégies possibles et le faire avec un acteur qui n'y avait aucun intérêt. Et c'est ça qui est important en fait. L'INPI est un acteur neutre de la propriété intellectuelle industrielle en France. Et donc, échanger avec un acteur neutre, ça permet de se faire une idée qui n'est pas préconçue, qui n'est pas préorientée par des enjeux. Et ça, pour nous, c'était primordial pour qu'ensuite, quand moi, je me suis retrouvée à discuter avec la SAT, par exemple, je puisse le faire en ayant connaissance de l'ensemble des enjeux et en étant outillée, finalement, pour faire fonctionner au mieux cette collaboration. Parfait. On reviendra sur le retour d'expérience du coup dans un second temps. Bon, restons en Bretagne, Vincent Lamande. Vous présidez la SAT West Valorisation. Vous êtes également membre du réseau SAT. D'ailleurs, c'est à ce titre-là que vous vous exprimerez sur la première réponse, si j'ai bien compris. Très concrètement, en quoi les SAT sont le bon outil pour sécuriser l'API des labos, du monde académique ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je voulais remercier l'INPI, en particulier Vincent Carré, de son invitation. Oui, donc je parle effectivement casquette réseau SAT. Juste pour vous dire un mot sur les SAT, peut-être que tout le monde connaît, mais peut-être que tout le monde ne connaît pas en détail. Donc ce sont les sociétés d'accélération du transfert de technologie. Il y en a 13 en France et on est dans les territoires. Donc on a beaucoup parlé d'innovation, on n'a pas tellement parlé de localisation. Je pense que c'est important aussi de dire qu'il faut qu'on soit dans un contexte auprès des chercheurs. Donc les SAT, elles sont dans les campus et on représente à peu près 85% de la recherche académique française. Donc, alors en quoi est-ce que les SAT sont importantes pour les chercheurs et en particulier sur le sujet qui nous anime cet après-midi, c'est-à-dire la propriété intellectuelle ? Il est vrai que les SAT, on les connaît pour la partie maturation, on les connaît peut-être moins pour la partie amont. Et en fait, juste pour vous donner quelques chiffres, donc on est installé dans le paysage depuis une dizaine d'années. On a détecté 17 000 inventions depuis 2012, donc ça fait beaucoup d'inventions. Et de ces inventions, ça a généré à peu près 8 000 brevets, donc j'entendais qu'il fallait générer des brevets tout à l'heure. Je pense qu'on a fait la démonstration qu'on en a généré un peu. Et aujourd'hui, à date, puisque c'est des chiffres qui datent du 30 juin 2022, eh bien, on a sous gestion SAT à peu près 5 700 familles de brevets
dont voilà, il est important de dire qu'elles sont à disposition des entreprises pour qu'elles puissent les exploiter et donc monter en compétitivité. Donc par rapport à ça, eh bien, effectivement, comme vous le comprenez, on est un acteur majeur pour sécuriser la propriété intellectuelle. Pratiquement tous nos professionnels sont passés par l'INPI, ils ont le CAPI, donc le certificat d'aptitude à la propriété intellectuelle. On a beaucoup d'ingénieurs brevets qui travaillent en lien avec les cabinets de brevets. Et donc, la première étape, c'est celle-là, c'est d'apporter cette compétence, ce professionnalisme auprès des équipes scientifiques, des chercheurs dans les laboratoires pour les aider à déjà faire de l'idéation sur leurs inventions, faire que ce résultat de recherche il puisse être protégé avant qu'il ne soit publié. Et puis, au-delà de ça, réfléchir avec les chercheurs sur la stratégie de propriété intellectuelle, la stratégie de protection, protéger. Ce qu'on ne sait pas non plus, c'est que les SAT sont les payeurs de la propriété industrielle académique, hein, puisqu'on est là avec les fonds d'investissement qui nous ont été attribués dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir pour financer cette propriété industrielle. Et puis, au-delà de cela, travailler avec les équipes scientifiques pour les aider à publier intelligemment, dans le sens en tenant compte de la stratégie de propriété intellectuelle, pour que pour que tout ceci soit en synergie. Et puis après, la phase d'après, c'est la transformation de cette propriété intellectuelle en valeur pour faire des licences. Donc à titre de cela, on a bien sûr l'outil dont j'évoquais tout à l'heure la possibilité, c'est-à-dire la maturation. On a investi dans 2700 programmes de maturation et aujourd'hui, à date aussi, on a 1500 licences transférées, 1500 contrats de transfert de technologie qui ont été licenciés à des entreprises, en sachant que dans ce contexte, un des sujets importants pour nous, c'est peut-être aussi de vous évoquer le fait que 45% de ces transferts de technologie, c'est des startups, 45% c'est des PME ou des ETI, et puis 10% c'est des grands groupes. Donc voilà, on est essentiellement, je dirais, des opérateurs pour des entreprises qui sont localisées dans des territoires, puisque 90% c'est des PME et des startups qui sont en région. Parfait, merci Vincent. Paul Perper, je me retourne vers vous. On reste sur les startups en fait, tout simplement. De quelle manière le programme dont on parlait tout à l'heure illustre la volonté de l'INPI de soutenir les startups et très concrètement, que peut apporter l'INPI au bénéfice de ces petites entreprises ? Alors, Alliance Pays, il est clair que l'accompagnement individuel, ça apporte à la start-up la capacité de se mettre à niveau en propriété industrielle et de faire face à des partenaires plus gros, plus armés peut-être, plus préparés dans la négociation qui s'engage au moment de l'accord de consortium. À côté de ce prisme relation partenariat public-privé, on a plusieurs programmes d'accompagnement des startups. Tout à l'heure, Véronique Spanagel a mentionné la cartographie des inventions, qui est un remarquable outil technique dédié aux entreprises qui ont besoin d'un soutien en matière de R&D pour orienter leur stratégie ou faire des choix de partenariat avec d'autres entreprises, connaître leur concurrence, etc. Donc il y a ce produit qui est sur étagère et qui est assez prisé. Véronique a aussi mentionné le programme Startup qui est particulièrement dédié aux startups. Il y a plus de 400 startups qui sont enrôlées dans le PSU aujourd'hui en France, dans toutes les régions. Ce n'est pas du tout un phénomène uniquement francilien, naturellement. On est en train de songer à un peu quelques adaptations en la matière. Donc là aussi, on doit se moderniser. Ça fait maintenant 4 ans que ça a été conçu, donc c'est le bon moment de s'adapter. Ça permet de suivre les startups sur la durée, de délivrer des documents relativement fréquemment qui permettent de savoir comment elles se situent par rapport aux recommandations que nous avons émises en matière de propriété industrielle, quels sont les progrès qui ont été accomplis, c'est l'empreinte pays, puis à la fin de délivrer une lettre de soutien qui va beaucoup les aider auprès des investisseurs. C'est ce qu'on espère en donnant un gage en matière de bonne tenue de leur propriété industrielle. Voilà. On a des masterclass qui sont dédiés
aux startups. Donc là aussi, comme on l'a mis en place pour le programme Alliance Pays vis-à-vis des pôles de compétitivité, des centres techniques, des clusters, là on fait ça pour les entreprises. Nous avons mis au point avec BPI France et France Industrie un mémorandum, j'en ai un exemplaire ici, de collaboration start-up deep tech, grandes entreprises. Ça, c'est un outil, c'est un guide pratique qui permet aussi, là, dans un contexte de relations d'entreprise privée à privée, de bien se préparer quand on est une start-up au partenariat, notamment sur tous les enjeux en matière de pays. On donne des points de rendez-vous et on indique des points de vigilance dans ce mémorandum. Donc ça, c'est un outil que vous trouvez sur notre site, sur celui de BPI France ou sur celui de France Industrie, qui a été conçu pour les startups et pour essayer un peu qu'il y ait moins d'appréhension au moment où elles se lancent dans ces négociations, en sachant un peu tout ce qu'il faut faire, voire préalablement avant d'entrer dans le débat. Voilà. Et puis, on va faire évoluer aussi le programme Alliance Pays, je pense. Il y a un groupe de travail qui va se réunir à partir de 2023, qui sera animé par Vincent Carré sur la facilitation collaborative, notamment avec la Compagnie nationale des CPI. Voilà. Mais pas que. Il y a d'autres partenaires qui sont invités à cet exercice de réflexion sur comment réfléchir à tout ça. Et il y a aussi une réflexion qui est menée sur la masterclass Alliance Pays pour savoir si on reste dans le cadre simplement des partenaires qu'on avait invités au départ ou s'il faut élargir là aussi la formation à d'autres partenaires, parce qu'il y a des gens qui sont venus nous voir en nous disant mais nous aussi on aimerait bien pouvoir profiter de cet enseignement. Voilà un peu ce qui est au programme. Très bien, merci Monsieur Perper. Jean-Christophe Roland, on parlait tout à l'heure de recherche partenariale lors de la première table ronde. On peut bonifier une relation de recherche partenariale avec l'API, ça peut être un outil... Absolument. J'espère que vous ne comptiez pas sur moi pour vous dire l'inverse. Non. Absolument. Et c'est peut-être là où on peut commencer, même si pour l'ensemble des membres de la table ronde et puis peut-être une grande partie du public, je vais rappeler des choses qui font partie de leur travail quotidien. Quels sont les bons réflexes pour ça ? Parce que ces bons réflexes, il va falloir qu'on les communique et qu'on travaille dessus avec nos clients PME, PMI. Je parle sous votre contrôle. Enfin, je ne sais pas si vous qualifiez de PME, PMI, de start-up ou déjà de TI, ce que je vous espère. Finalement, en matière de collaboration, que ce soit une collaboration technique ou n'importe quel autre type de collaboration, pour moi, les deux questions principales à se poser, c'est qu'est-ce que je peux apporter à cette collaboration et qu'est-ce que je dois en attendre. À partir de là, on va décliner dans notre cas précis les différentes questions dans qu'est-ce que je peux apporter à cette collaboration. On va définir ce qu'on souhaite apporter et on va vérifier en termes de propriété intellectuelle si on a bien mis en place les bons outils pour que ce qu'on souhaite apporter, ce qu'on peut apporter, soit véritablement protégé par des dispositifs de propriété intellectuelle, alors que ou plus précisément de propriété industrielle. Donc typiquement faire une revue des technologies, voir ce qui a déjà été déposé en matière de brevets, voir ce qui pourrait encore l'être, voir la documentation contractuelle, voir si elle est suffisamment robuste, s'il y a des logiciels libres qui sont impliqués, voir un peu ce qu'il y a derrière les logiciels libres, voir comment ils sont utilisés dans ce qu'il faudrait apporter à la collaboration. Et puis ensuite, sur le deuxième aspect, qu'est-ce que j'en attends ? Réfléchir à ce qu'on est prêt à donner comme droit d'accès à cette technologie, donc ce qu'on appelle en bon français le background. Quel droit d'utilisation on est prêt à offrir aux autres partenaires sur ce background. Et puis sur les résultats de la collaboration, donc à nouveau en beau français le foreground. Qu'est-ce qu'on souhaite ? Qu'est-ce qu'on souhaite en faire tous ensemble ? À partir de là, réfléchir à est-ce qu'on veut être titulaire, co-titulaire ? Alors j'ai entendu que la co-titularité n'était pas nécessairement un bon mode d'exploitation, dont acte. Ensuite, il faut savoir que la titularité n'est pas nécessairement qu'un point de passage obligé
pour pouvoir exploiter. On peut tout à fait se contenter d'une position de licencié. Et puis réussir à définir avec le client finalement, parce que c'est souvent là que les collaborations échouent, c'est parce qu'il va y avoir des points de crispation. Alors il y a des points de crispation qui sont utiles. Il faut savoir parfois crisper la relation pour pouvoir ensuite la détendre au bénéfice de tous. Et puis il y a parfois des points de crispation qui ne le méritent pas. Donc l'apport qu'on va pouvoir avoir, c'est justement d'identifier est-ce que une question de titularité est vraiment un deal breaker ou pas. Probablement ça ne l'est pas. Est-ce que des conditions d'utilisation à tel niveau sont un deal breaker ou pas? Et à partir de là, justement, faciliter la collaboration parce que chacun aura une claire vision de ses enjeux, de ses besoins, et puis grâce à ça, faire en sorte que les positions de tous convergent. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Laurenceau, vous avez évoqué la masterclass dont vous avez bénéficié tout à l'heure. Avec un peu de recul, c'est quoi maintenant votre retour d'expérience? Vous en tirerez quoi concrètement? Deux éléments essentiels pour nous. Le premier, une maturité dans notre propre organisation. Parce que du coup, on a remis en jeu véritablement de l'offre jusqu'au retour d'expérience. On a remis en jeu, on a mis au centre du débat l'API. Et ça veut dire que quand on fait une offre, on se pose la question, quand on fait une offre alors de client à prestataire, et des fois on a quelques cas de collaboration, mais quand nos clients nous demandent d'évaluer c'est quoi pour pouvoir atteindre ce niveau technologique, on fait une analyse de risque. Dans cette analyse de risque, avant, on faisait de la technique, du financier, du délai, et on ne faisait pas de pays. Et puis on a commencé à introduire l'API. Et puis quand on commence à renvoyer à notre client dans notre offre, parce qu'on renvoie systématiquement les risques auxquels on s'expose et ce qu'on imagine en cas de non-succès par rapport à ces risques, ça a interpellé quand même nos clients. Ça a effectivement fortifié notre propre relation avec le client. Et puis du coup, en interne, ce qui apparaissait anodin, parce que j'ai la chance d'avoir des docteurs et des ingénieurs un peu géo-trouve-tout, mais ça leur paraissait naturel de trouver des solutions. Sauf que dans les solutions qu'on trouve, il y a des choses qui sont quand même pas courantes. Il y a des domaines, on est 2 ou 3 dans le monde à savoir faire ce qu'on sait faire. Donc à partir de ce moment-là, ça devient plus neutre pour nous de se dire, mais finalement, là, ce qu'on a trouvé, ça a du sens, et qu'est-ce qu'on en fait ou qu'est-ce qu'on veut en faire. Tout à l'heure, on disait, oui, regardez les autres brevets, parce que quand on nous demande de rechercher dans un domaine, on n'avait pas le réflexe d'aller regarder les brevets existants. Maintenant, on regarde les brevets existants. Puis tiens, il y a des brevets qui existent sur ce domaine, donc on peut pas faire ce que tu nous demandes, client. Et donc, je pense que déjà, en termes d'organisation, ça nous a vraiment mis un coup de pied aux fesses en se disant, attention, c'est vraiment un élément important de notre nouvelle façon de procéder. Et puis le deuxième, qui est vraiment le pendant de tout ça, c'est que vis-à-vis de nos clients, on est passé... Alors, on est toujours pot de terre contre pot de fer. On ne se fait pas d'illusions. Ils ont des machines de guerre en face de nous. Mais le fait d'être aguerri à ce qu'est la propriété intellectuelle et industrielle, le fait d'avoir partagé avec lui un certain nombre de problématiques... Aujourd'hui, effectivement, on a des clients qui nous prennent qui tiennent compte de nos avis en termes de pays et qui nous font de plus en plus confiance. Et ce qui nous touche, c'est que hier on connaissait le projet du jour et puis des fois on avait une demi-idée du projet d'après. Là aujourd'hui, compte tenu qu'on est devenu un partenaire privilégié pour eux, on connaît à 3, 4, 5 ans leur stratégie. Et donc, ça nous permet d'anticiper un certain nombre de recherches. Ça nous permet aussi, effectivement, d'amener sur étagère des choses qui nous appartiennent, alors qu'hier, tout leur appartenait ou quasiment tout. Et donc, en fait, si je peux dire comme ça, d'une manière assez simple, on a changé de division. On était sous-traitant, lambda de R&D pour tout un tas de grands noms. Alors, on était fiers, travailler pour Pierre, Paul, Jacques et compagnie. Mais aujourd'hui, ils viennent aussi nous chercher parce qu'on est sérieux, on sait ce que c'est que l'API et on peut discuter j'ose pas dire d'égal à égal, parce que c'est pas vrai. Très bien. Lisa Ferrer, vous partagez, vous confirmez plutôt
Ce que vient de dire Eric Laurenceau, vous avez le même retour? Nous aussi, on reste un tout petit pot, mais un petit pot mieux construit, du coup. Et c'est important. En fait, je pense que c'est bien peut-être de revenir un peu sur concrètement ce que ça a été, cet accompagnement Alliance Pays. Nous, on a eu en fait une série de rendez-vous individuels qui ont suivi un programme qu'on a co-construit, du coup, décidément, c'est très collaboratif jusqu'au bout, mais qui a permis en fait finalement d'aborder les différentes thématiques qu'on avait à traiter sur les sujets de pays. Et donc, du coup, on a parlé des aspects. En fait, on a commencé d'abord par regarder ce qui existait en termes, nous, de ce qu'on avait créé chez Kirae et de ce qui était protégeable, comment il y avait du code, il y avait de la propriété intellectuelle, il y avait une marque, enfin voilà, il y avait plein de choses qui existaient. Et donc, est-ce que ça, déjà, c'était bien protégé? Est-ce qu'on avait bien les bons mécanismes en œuvre? Ensuite, qu'est-ce qui existait dans notre domaine? Est-ce qu'il y avait des brevets qui avaient été déposés sur ces sujets-là? Est-ce qu'on trouvait des choses, en fait, parce que l'INPI, c'est aussi une base de données qui est incroyable. Et donc, du coup, bah, voilà, dans cette base de données, qu'est-ce qui pouvait nous concerner, de près ou de loin? Et puis ensuite, on a travaillé quoi? On a travaillé les relations contractuelles avec nos clients, avec nos partenaires, avec nos salariés, avec les partenaires de recherche évidemment. On a travaillé aussi à comment matérialiser des assets de pays qui ne sont pas des brevets, parce que c'est quand même un vrai sujet. Est-ce que ce qui n'est pas en brevet existe? Et est-ce que c'est valorisable? Et est-ce que ça vaut quelque chose? Et donc du coup, comment est-ce que finalement on donne à voir à des investisseurs? On est une start-up, donc effectivement, nous, on est forcément amené à discuter avec des investisseurs privés qui rentrent à notre capital. Comment est-ce qu'on donne une valeur à ces assets-là? Et puis, du coup, voilà, au fur et à mesure de chaque rendez-vous, on a pu construire comme ça, petit à petit, quelque chose qui n'était plus juste une suite d'actions décousues, mais une vraie stratégie de propriété intellectuelle au service de la stratégie de l'entreprise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on est capable finalement de bâtir des relations partenariales et pas de subir finalement ce rapport-là. Donc, rien que pour ça, effectivement, je ne sais pas si on a changé de division, je ne sais pas si on n'est pas ces startups qui ont des croissances à 100 salariés supplémentaires par an, désolé. On n'est pas encore une ETI, mais en tout cas, aujourd'hui, on est capable d'avoir une stratégie de propriété intellectuelle qui soit cohérente et qui nous amène à long terme. Merci beaucoup. Vincent Lamonde, la conclusion pour vous, hein. Oui. Bon, on a parlé du monde académique, du rôle des SAT vers le monde académique, mais évidemment, les SAT contribuent aussi au développement de la croissance des entreprises, notamment par la consolidation de l'API. Alors concrètement, je crois que vous avez des exemples concrets à donner sur le rôle des SAT versus vis-à-vis plutôt des entreprises. Tout d'abord, je voulais vous féliciter parce que je pense que vous avez une maturité qu'on ne voit pas toujours dans des négociations qu'on a avec des partenaires entreprises. Donc, je pense qu'il faut faire la promotion de votre dispositif de formation Alliance Pays parce que, à mon avis, c'est pertinent. Donc, alors, je vais peut-être prendre la casquette Ouest Valorisation là, pour redescendre un peu dans le concrètement, parce que derrière, il y a des gens qui travaillent et puis qui essayent de faire en sorte de faire avancer les choses. Donc, et de faire que tout le monde puisse écouter. Je pense que ça, c'est vraiment important. Donc, l'écoute du chercheur, l'écoute de l'entreprise, du besoin de chacun, puisque chacun n'a pas forcément les mêmes intérêts dans une collaboration. Et donc, nous, ce qu'on aime bien, c'est l'hybridation, puisqu'on a la chance au niveau de la SAT Ouest Valorisation d'avoir à la fois la responsabilité d'accompagner les universités, les écoles d'ingénieurs dans la négociation de leur contrat de R&D. Donc ça, c'est un premier métier. Et le deuxième métier, c'est celui que je vous exposais en première prise de parole, qui était celui des SAT, à savoir, on sort des inventions des laboratoires, on fait du transfert de technologie, on protège des inventions et on les pousse vers le marché. Et ces deux choses-là, finalement, elles sont quand même assez complémentaires et surtout, dans de nombreux cas, on va essayer de les hybrider. Donc peut-être que pour donner des exemples, alors je vais essayer de sortir de la Bretagne. Donc, je vais prendre un projet angevin. Désolé, on va rester dans le.
Nous, c'est Bretagne-Pays de la Loire, donc je vais pas empiéter sur les périmètres des collègues des autres régions, hein. Donc, puisque notre mission elle est d'accompagner des laboratoires qui sont sur les périmètres que je viens d'énoncer. Donc, on a notamment une boîte qui est une start-up qui est dans le biocontrôle qui s'appelle Green Impulse, hein, qui est d'ailleurs aujourd'hui French Tech Agri 20, donc, qui vient de lever 5 millions d'euros et pour laquelle on est avec eux depuis le début. On a évidemment travaillé la marque, on a travaillé la propriété intellectuelle, on a travaillé plein de choses. Mais en particulier, aujourd'hui, donc, eux, ils sont positionnés sur des dispositifs qui sont des principes actifs, qui sont des alternatives aux fongicides. On est vraiment sur la partie green tech et essayer de faire en sorte que nos fruits et légumes, et là, en l'occurrence, c'est des légumes et des carottes, puissent pousser avec des capacités auto-immunes sans avoir à mettre des substrats spécifiques ou des fongicides pour les faire pousser. Donc typiquement, ce qu'on a travaillé avec eux là, c'est quelque chose qu'on met beaucoup en place aujourd'hui, c'est des accords de consortium dans le cadre desquels on a des comités stratégiques qui sont composites pour faire le R, le D et le I. Le R, la recherche, le D, le développement, le I, l'innovation. Donc nous, on ne fait pas de R, c'est le laboratoire. Par contre, on a la prétention d'être à la fois sur la partie développement et aussi la prétention d'être sur la partie innovation et on les aide tous ensemble. Donc on a des comités stratégiques au sein de l'entreprise qui sont bien sûr une instance commune et pour laquelle on réfléchit ensemble à une vision commune, à consolider la stratégie de propriété intellectuelle, la stratégie de recherche, la stratégie de développement et la stratégie d'innovation. Donc ça, on le fait. Pour ce qui nous concerne, on peut, par exemple, et là c'est le cas, être aussi en lien avec les offices pour gérer la partie pays, notamment les brevets sur les premières phases, les premières années de vie de l'entreprise, parce que ce n'est pas forcément des choses sur lesquelles elle est à l'aise. Et donc, voilà, on trouve toujours les modalités sur lesquelles on est en capacité d'intervenir. Pour la partie recherche, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on essaye de les aider à trouver les bons guichets de financement. Donc, on a entendu l'ANR, on a entendu les CIFRE. Donc, voilà, c'est des guichets qu'on connaît bien, puisque cette année, on a négocié une centaine de tests CIFRE. Donc, voilà, je pense qu'on sait un peu de quoi on parle côté CIFRE. Et puis surtout, au niveau région, puisqu'on est très implanté dans nos régions, avec les conseils régionaux, donc on a toujours des dispositifs qui viennent en complément sur lesquels on peut être à la fois promoteur pour le compte de l'entreprise, pour lui aider à monter son plan de financement de recherche. Et on ne reste pas qu'au niveau du labo pour essayer de faire ce plan de financement. Donc ça, c'était un premier élément. Peut-être un deuxième exemple, s'il y a encore le temps. Oui, vas-y, bien sûr, je vous en prie. Je t'en prie. Donc le second sujet, c'était alors je vais à Nantes pour ne pas être en Bretagne. Donc à Nantes, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a quelques années, on avait pendant la Nantes Digital Week imprimé une maison en 3D. Donc ça s'était passé au journal de chaîne nationale. Donc on avait fait cette performance en 56 heures. Donc je ne vous dis pas qu'on n'a pas tremblé, hein, puisque comment dire, déjà on n'était pas complètement assuré sur la partie propriété intellectuelle et en plus on était devant des caméras. Donc voilà, bon, c'était un peu sport. Je pense qu'on était un peu limite en termes de sécurisation du périmètre de propriété intellectuelle. Mais bon, le sujet, il était de construire une maison qui est devenue depuis un logement social, hein, puisque ça a été certifié par le CSTB. Il y a une famille qui habite à l'intérieur, elle est en sécurité, elle aussi. Et donc dans ce contexte-là, l'ambition, c'est de pallier la problématique de l'absence de main-d'œuvre et puis de risque d'accident dans ce milieu-là, avec notamment aussi beaucoup de sujets qui tournent autour du numérique, et puis de sujets qui tournent autour de la maison. Il faudrait qu'on la construise de manière plus verte. Et donc on a beaucoup travaillé avec les équipes de Batiprint 3D, qui est une start-up sur laquelle qu'on accompagne beaucoup, hein. Donc un des sujets essentiels pour faire le delta par rapport à l'autre, parce que c'est vrai qu'on est aussi dans les comités, etc. Le sujet, c'est premièrement de voir avec eux comment on peut leur apporter des technologies qui sont alternatives à ce qu'ils ont déjà. Donc là, on n'arrête pas de puiser dans nos laboratoires divers et variés, en Bretagne et en Pays de la Loire, pour leur apporter des inventions. Et donc, on monte avec eux des nouveaux projets, soit des nouveaux projets de recherche, soit là, ce qu'on a fait, là, c'est qu'on est en train de monter un programme de co-maturation, dans le cadre duquel on prend un risque, nous, SAT, d'investisseurs, et on va partager la valeur future avec eux dans la mesure où il y a des étapes particulières. Et donc je pense que c'est super important de dire que le R, le D et le I, concrètement, c'est des montées dans les échelles de TRL, et que ça, on ne peut pas le faire tout seul, ni le chercheur, ni l'entreprise,
Et donc, il faut qu'on arrive à faire tout ça. Donc, on s'appuie notamment sur des centres techniques, ça peut arriver. Et pour les passages à l'échelle, donc on les accompagne là-dessus. On est partie prenante aussi sur la partie capitalistique, puisqu'on est au capital social de l'entreprise. C'est aussi une autre forme de prise de risque qu'on peut avoir. Et puis, un élément qui est peut-être moins perçu de l'extérieur, c'est la logique de grappe. On travaille beaucoup les grappes technologiques. On a bien sûr un cartographe qui, chez nous, est un data analyst qui s'occupe de faire de l'analyse de la qualité des brevets avec les ingénieurs brevets qu'on a embarqués chez nous, pour derrière arriver à identifier les meilleures briques technologiques en fonction des marchés qu'on essaie d'adresser pour construire avec l'entreprise les meilleures technologies, les meilleurs sous-systèmes, les meilleurs systèmes pour pouvoir adresser ça. Donc là, écoutez, on avance là-dessus. La nouvelle étape qu'on a eue il y a très peu de temps, c'est qu'on a pu imprimer une maison en polymère qui est issue de récupération de bouteilles plastiques. Donc plusieurs milliers de bouteilles plastiques ont permis de faire une impression à base de ce dispositif pour pouvoir faire du recyclage. Et puis on travaille sur d'autres matériaux dont je n'ai pas le droit de parler pour des raisons de confidentialité. Très bien. Merci Monsieur Labande. Merci à tous en tous les cas. Vincent, est-ce qu'on a le temps de prendre des questions ? Y a-t-il des questions ? Merci. Oui, j'ai une petite question parce que d'un côté, finalement, on s'aperçoit qu'avec les SAT, la recherche publique s'est dotée d'outils qui permettaient effectivement de protéger les résultats de la recherche et de permettre cette fameuse barrière à l'entrée pour toute l'utilisation qu'il y aurait derrière. Donc ça, Vincent nous a donné des chiffres. Et de l'autre côté, moi j'ai entendu aujourd'hui, on ne dépose pas assez de brevets, j'ai entendu 2000 brevets, etc. C'est quoi le problème ? C'est un problème d'état d'esprit dans les entreprises qui sont les petites entreprises ou les PME, et versus effectivement l'État qui quelque part s'est mis en ordre de marche pour permettre effectivement un transfert qui soit rassurant des résultats de la recherche publique. Donc le problème est où ? Moi je ne le vois pas. Je ne sais pas à qui je pose la question, mais en tous les cas je vous la pose. J'aimerais moi aussi avoir une réponse claire, parce que je pense que si on avait la réponse, les chiffres de dépôt augmenteraient vite, puisqu'on mettrait en place les actions pour pallier cette situation. Je pense qu'un premier axe d'amélioration pour aller dans le sens d'une meilleure sensibilisation et d'une meilleure prise de conscience des enjeux de propriété industrielle, c'est que nous tous, écosystèmes, office, conseils, représentants des titulaires de droit en interne, organismes de formation comme le CEPI ou d'autres, magistrats, on puisse mieux réfléchir à ce qu'est la promesse de la propriété intellectuelle. Je pense que ça serait un bon angle. Et cette promesse, en fonction des différents acteurs économiques, elle va pouvoir être assez différente. Il y a des acteurs économiques pour lesquels ils vont juste avoir envie de mettre en avant un caractère innovant de leur entreprise. Il y en a pour lesquels ils voudront utiliser la propriété industrielle dans un rôle un peu plus classique de partage, enfin de protection des parts de marché. Et on peut réfléchir à plein d'autres promesses de cette propriété intellectuelle. Je pense que si on réussissait à communiquer sous cet angle-là, ça pourrait être un premier biais d'amélioration. Après, il y a toute la difficulté liée à la sensibilisation. Hein. On voit qu'il y a une difficulté de sensibilisation de tous les milieux et à tout âge. Pour mentionner une initiative qui m'a été chère, que j'ai lancée pendant mon mandat, on a lancé un idéaton pour trouver un support pédagogique pour les enfants alors je crois que c'est le second cycle, donc du CM1, CM2, 6e, au risque de la contrefaçon et aux grands enjeux de la propriété intellectuelle. Je pense qu'il faut commencer dès cet âge-là et que ensuite, tout au long du secondaire, des études universitaires et puis dans l'accompagnement des entreprises, cette sensibilisation ait lieu. J'en terminerai par là. Pendant longtemps, en Chine, si j'ai bien compris, tous les jours dans
dans les grands médias nationaux, en une, il y avait une thématique de propriété industrielle. Alors maintenant, si dans nos alertes, Les Échos, Le Monde et Le Figaro, chaque jour, on voyait un sujet de propriété industrielle, probablement le grand public, les acteurs économiques et la puissance publique s'y intéresseraient plus. Je veux bien répondre, à la limite, être un peu provocateur. On peut ou... Ouais. Je pense que c'est un problème d'offre et de demande. Donc, côté de l'offre, de quoi parle-t-on? Donc, est-ce qu'on parle des brevets qui sont dans le monde de l'entreprise, qui vont être générés dans le monde de l'entreprise, ou est-ce qu'on parle du monde académique? Donc, l'entreprise, je connais un peu, mais je ne vais pas en parler. Le monde académique, je connais un peu mieux. Je pense que sur le monde académique, aujourd'hui, on a un vrai sujet qui est que on n'apprend pas à un chercheur l'importance, de l'économique dans le cadre de son activité professionnelle. Donc, il est là, lui, pour avancer. Il est enseignant, il est chercheur. On lui demande de publier, il publie. Dans le meilleur des cas, s'il a un niveau d'écoute assez élevé, il va, parce qu'il est en lien avec des entreprises, intégrer petit à petit ces éléments-là. Donc, je pense qu'il y a effectivement un rôle de sensibilisation et puis aussi d'incitation. Donc, j'ai croisé Madame Agneray, c'était intéressant, au dîner de la NRT cette semaine à Paris, là. Donc, c'est une des ministres qui avait notamment incité plus les enseignants-chercheurs, notamment sur l'intéressement, puisque pour ceux qui sont un peu anciens, on va dire, un peu comme moi, donc on avait initialement des incitations qui étaient qu'un chercheur pouvait toucher jusqu'à 25% des revenus issus du licensing. Ça a été passé à 50%. On s'est aperçu que ça avait un effet qui était à peu près équivalent à zéro. Donc voilà, on a complètement déconnecté une incitation financière d'intéressement du chercheur et un modèle économique. Donc personne ne s'intéresse au modèle économique dans les universités ou dans les organismes de recherche. Et donc ça, je pense que c'est un vrai sujet de fond. Et après, il faut financer tout ça. Donc aujourd'hui, on a trouvé ceux qui peuvent payer dans une phase où ces structures sont financées. Je parle des SAT. Donc demain, on verra. Je pense qu'il y a un vrai sujet de fond. Et donc après, il y a un problème de demande. Donc aujourd'hui, force est quand même de constater qu'en France, au niveau des entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, il y a encore un frein à acquérir des technologies et à payer pour cela. Donc ça reste une difficulté d'avoir conscience qu'il peut y avoir de la valeur sur une invention qui vient autre part que de sa propre entreprise ou de son propre réseau d'entreprises avec lesquelles on a des habitudes de travail. Donc voilà, je pense que ça nécessite du temps, que c'est pratiquement générationnel. Et il faut qu'on travaille là-dessus. On a fait beaucoup de progrès, puisque là, je vois en m'en disant les progrès considérables qu'on a fait. On commence à vendre des technologies. Pour ce qui nous concerne, une technologie, aujourd'hui, je pense qu'on est à peu près, sur une vente d'une techno, on est à peu près au niveau d'un Fraunhofer allemand ou d'une très belle université américaine en termes de valeur. Mais ça reste, je dirais, relativement ponctuel par rapport à des problématiques de valeur. Et puis après, il y a les pôles qui sont là. On nous a dit tout à l'heure des discours, qui sont une première prise de parole où on nous explique que c'est l'affaire des grands groupes, et une deuxième prise de parole où on nous explique qu'il faut qu'on fasse plus de brevets. Donc moi, j'ai tendance à dire qu'il faut regarder en fonction des entreprises, du secteur, de la filière, et que one size does not fit all. Donc forcément, on a intérêt à regarder comment ça peut se faire. J'en termine sur ce point-là. On dit souvent le monde académique, il est loin de l'API, il ne veut pas céder ses brevets, il veut les garder en propriété. Ce n'est pas vrai. On est capable au niveau du monde académique de lâcher des brevets s'ils ne sont pas stratégiques pour le monde académique. Les universitaires, le CNRS aussi, je le précise ici, sont capables de céder des brevets à des conditions faires à des entreprises parce qu'elles ont envie d'être propriétaires. Et donc ça, nous, on le fait régulièrement aujourd'hui. Quand on fait des TACIF ou des projets collaboratifs, on négocie souvent des sessions, soit ab initio, c'est-à-dire avant la fin du contrat, plus souvent au lendemain du contrat, parce que l'université veut aussi être sur les bases de données brevets, mais on négocie une valeur qui fait que derrière, il y a une exploitation qui peut être faite dans l'entreprise. Donc il y a plein de solutions possibles, mais en tout cas, je pense qu'il y a une problématique de culture, de l'offre et de la demande. Voilà, j'étais long, mais désolé. Juste pour ajouter un mot sur ce sujet, alors moi je le vis à notre échelle, on a 7 ou 8 brevets qu'on peut déposer dans les prochains mois. Sauf déposer 7 à 8 brevets à notre échelle, c'est un investissement qui est quand même assez important. Et le retour qu'on en espère, c'est sous 2, sous 3 ans.
Et donc forcément, entre l'instantanéité du dépôt et de ce que ça engage comme dépense au moment du dépôt et ensuite les coûts que ça génère, et la difficulté de le mettre en œuvre auprès d'un grand groupe pour lui dire, ben voilà, on a déposé un brevet et on te licence pour utiliser notre techno, ouais, l'espace-temps n'est pas du tout le même entre le dépôt et le retour sur investissement. Et donc pour nous, c'est un vrai frein. Et il y a des sujets où on pourrait déposer 3 brevets, puis on s'est dit, bah non, on va faire un brevet chapeau pour dire qu'on a un brevet, mais tant pis, il ne sera pas bien protégé, mais ça ne nous coûtera qu'un brevet. Je m'attendais un petit peu aussi à cette dernière réponse, mais merci beaucoup, messieurs. Ça veut dire que, comme on l'a fait pour la recherche publique, il faut inventer un fonds propriété intellectuelle pour les entreprises de votre taille ou enfin, les entreprises de votre taille ou les CRT, que sais-je. Il y a un sujet là-dessus, s'il y a un problème de financement ou pas. Puis, en plus, on est au milieu, alors en tant que centre technique, on est au milieu du gué, on n'est pas une PME, on n'est pas un laboratoire. Et donc, par rapport à des organismes financeurs, eh ben, il nous reste le CIR, il nous reste quelques actions ponctuelles qui vont nous couvrir des dépenses de brevets, mais on n'a pas grand-chose en fait. Je crois qu'il y avait un élément de réponse. Je pense que dans cette question de timing de retour sur investissement, si effectivement il y avait une plus grande culture d'exploitation sous licence de la part de nos entreprises, vous pourriez éventuellement déposer vous-même des brevets en vous disant dans 6 mois j'aurai déjà un licencié. Donc ça pourrait être alors là je rêve peut-être debout. Maintenant, dans une approche libérale, c'est une solution que moi je préférerais plutôt qu'à toujours compter sur des aides d'État. Quelle que soit la nature de l'aide d'État, que ce soit un prêt sur avance remboursable, que ce soit un prêt garanti par l'État. Moi, je fais partie des gens un peu convaincus, mais c'est plus ma position personnelle, que l'État ne peut pas tout. Et qu'avant de se demander ce que l'État peut faire pour nous, il faut d'abord se demander ce qu'on peut faire pour l'État. Voilà. Une partie de la réponse, effectivement, on a trouvé un industriel qui a accepté qu'on soit co-titulaire du brevet qu'il déposait et qui nous cède, à partir du 1er janvier 2023, l'ensemble de l'exploitation du brevet. Voilà. Et là, on a trouvé un vrai partenaire pour continuer à bosser avec lui. J'avais proposé en son temps à l'INPI et à l'Office européen des brevets, puisqu'on avait travaillé avec l'Office européen des brevets au rapprochement des offices et puis des structures de transfert de technologie. On avait sorti une note, alors je ne me rappelle plus de la date, ça date un peu, mais globalement l'idée elle tient toujours pour moi, parce que quand on discute avec nos collègues américains qui sont dans les offices de transfert, je pense qu'on ne fait pas le même métier. Et donc eux ils ont la fameuse période de grâce, donc le chercheur il publie, voilà, donc il fait sa promo de son invention. Et puis derrière, les industriels viennent voir l'université en disant tiens, là, tu as publié un truc qui peut m'intéresser. Donc, comme on est dans la période de grâce, ça serait intéressant. Donc, il peut faire son marketing lui-même. En France et en Europe, ça nous est interdit, puisque je pense qu'il y a un lobby qui fait en sorte que ce n'est pas possible. En tout cas, pour le monde académique, ça serait assez révolutionnaire si, l'INPI pouvait pousser cette idée et l'Office européen pouvait pousser cette idée, parce qu'il me semble que là, il y a un intérêt à concilier encore plus fortement le monde académique sur la partie innovation, puisque ça serait totalement complémentaire. Et la publication elle serait bienvenue, puisque c'est un instrument de marketing. Et ça nous éviterait des auto-antériorisations qu'on connaît énormément. Et donc, on a beaucoup d'investissements qui passent à la poubelle du fait des auto-antériorisations. Peut-être juste pour donner un point de vue de toute petite entreprise, moi je vais faire une réponse qui est beaucoup plus terre à terre. C'est-à-dire le brevet, si on met en regard la complexité que ça apporte à l'entreprise pour mettre en place le brevet versus les apports, on parlait de promesses tout à l'heure. Pour moi, la promesse aujourd'hui, elle n'est pas à la hauteur de la complexité que ça me demande. Et c'est une réponse qui est terre à terre, simple. J'ai pas le temps, j'ai pas les ressources. Le brevet,
il me vaut soit de matérialiser mon innovation, mais j'ai d'autres moyens de le faire, soit il me vaut pour ma capacité à le défendre. Et en fait, c'est-à-dire que la complexité de déposer un brevet, c'est quelque chose, mais la complexité ensuite d'aller défendre cette innovation, ça, c'est encore autre chose. Et pour une entreprise aujourd'hui, et je parle pour une start-up qui a 2 ans, enfin, je veux dire, nous, on n'est pas du tout armés, capés, outillés pour le faire. Donc, pour être totalement transparente, je ne vois pas l'intérêt. Est-ce qu'il pourrait y avoir un intérêt vis-à-vis de l'investisseur de tour de table de rang 1, de rang 2 ? Bien sûr. C'est le seul intérêt. Mais moi, aujourd'hui, et notamment ce qu'on a travaillé et réfléchi quand on a abordé ces sujets-là dans le cadre d'Alliance Pays, c'est comment est-ce qu'on matérialise autrement que par le brevet. Parce que notamment, le brevet, en termes de lourdeur de non-publication, et enfin, je veux dire, ça nous oblige à être ultra secret sur ce qu'on fait, ce qui est un peu finalement à l'inverse de notre besoin de faire parler de notre innovation. Donc c'est complètement contradictoire. En fait, on est dans des injonctions totalement contradictoires. Matérialisez votre asset. Ah oui, mais si vous le matérialisez, n'en parlez pas. Mais donnez-le à voir. Mais de toute façon, vous le défendrez pas. Voilà, enfin, c'est juste pas un outil à adapter aujourd'hui. Alors, je crois que ça montre un point, c'est que il faut un épisode 2 pour savoir répondre à toutes ces questions. Mais oui, effectivement, tu peux annoncer peut-être l'épisode 2, dont on ne sait pas quand il aura lieu, mais en tout cas, je pense, Julien, que tu peux avoir le mot de la conclusion. Compte tenu du timing, on va devoir se quitter là. Mais en remerciant bien sûr les uns et les autres. Eh ben, il me reste qu'à remercier nos intervenants. On peut les applaudir quand même. Je les remercier pour ces échanges fructueux. En attendant l'épisode 2, effectivement, une prochaine fois. Merci à vous, merci à tout le monde. Et bonne fin d'après-midi alors. Merci beaucoup Julien pour cette animation. Merci à vous. Et ton professionnalisme. Merci.